Question. Une raquette et une balle de ping-pong coûtent ensemble 1,10 €. La raquette coûte 1 € de plus que la balle. Combien coûte la balle? Je parie que t'as répondu 5 centimes. Non? Ou alors t'as d'abord répondu 10 centimes et après t'as répondu 5 centimes. Si c'est le cas, je suis heureuse de t'apprendre que tu as été victime d'un biais cognitif. Et c'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous, je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je sais que j'en ai pas posté depuis 5 ou 4 mois, je sais plus, je regarde pas à vrai dire. J'avais pas vraiment la motivation ni l'envie de faire des vidéos et j'avais pas non plus beaucoup d'idées. Mais en tout cas je suis de retour et je suis contente de pouvoir vous proposer une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai eu envie de parler d'un sujet que j'ai découvert, ou que je connaissais un peu avant. Et soudainement il m'est revenu en tête et je me suis dit pourquoi ne pas vous en faire part et vous permettre de le découvrir si vous ne le connaissiez pas avant. Donc voilà, vous êtes sur la chaîne de Dianalyse et bienvenue dans ma vidéo sur les biais cognitifs. Avant de parler plus amplement des biais cognitifs, je pense que ce serait important d'en donner une définition. Alors, selon le psychologue Jean-François Lemy, un biais cognitif est une distorsion, déviation systématique par rapport à une norme que subit une information en entrant dans le système cognitif ou en sortant. Elle est systématiquement utilisée dans certaines situations et on parle même de prise de décision assistée. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela signifie qu'une information, en rentrant dans le système cognitif, va être modifiée ou va être... Comment je pourrais expliquer ça? Oui, modifiée, va être modelée en entrant dans le système cognitif, ce qui va faire qu'elle va être comprise d'une autre manière. Donc pour bien comprendre, lors de l'action d'un biais cognitif, donc l'information va rentrer dans le système et ne va pas être comprise de la façon là où elle aurait dû être comprise. La transmission va être altérée en quelque sorte. Et du coup, ce qui est important aussi dans un biais cognitif, c'est que ce genre de distorsion, de modification de l'information arrive systématiquement face à une situation donnée. Et c'est ce qu'on va plus en détail comprendre dans le reste de la vidéo. Dans l'avancement des connaissances sur les biais cognitifs, on retient deux noms, Daniel Kahneman et Amos Tversky, deux psychologues américains qui ont réalisé à partir de 1970 de nombreuses expériences dont leurs travaux tentant d'expliquer les anomalies boursières. Donc à la base, leur étude sur les biais cognitifs a été menée pour tenter d'expliquer les anomalies en économie. Et donc, ils ont commencé par étudier les comportements cognitifs. Donc, Kahneman, l'un des deux scientifiques qui a d'ailleurs reçu en 2002 le prix Nobel économique, avance deux systèmes de pensée. L'un intuitif et l'autre réfléchi et logique. Le premier système de pensée fonctionne en mode automatique, sur la base d'associations. Donc par exemple, le mot voiture va être reporté à la conduite et ça va s'associer et ça va créer tout un tas d'autres idées partant du même principe. Et dans le deuxième système, on l'utilise pour faire appel à des tâches plus complexes, donc c'est celui-là qu'on va utiliser lorsqu'on essaie par exemple de résoudre un problème mathématique ou de réaliser une tâche complexe qui demande beaucoup plus de connaissances et beaucoup plus de concentration. Donc voilà, il faut bien retenir qu'il y a deux systèmes de pensée, l'un un pilote automatique et l'autre qu'on utilise quand on essaie de faire des tâches plus complexes, des tâches compliquées. Et c'est notamment le premier système qui est à l'origine de biais cognitifs en essayant de faire des raccourcis dans les informations pour qu'on puisse avoir moins de complexité à les travailler, à les comprendre et à les associer. L'un des premiers biais cognitifs que j'ai pu connaître est l'effet Barnum, donc c'est le fait de se reconnaître dans une vague description qui est donnée de nous. C'est d'ailleurs ce qui arrive lorsqu'on lit un horoscope avec notre signe astrologique. Lorsqu'on vous donne une description, on a tendance à se reconnaître dans des choses qui ne nous concernent pas ou qui ne nous ressemblent pas forcément. Pour prouver cette théorie, d'ailleurs, une expérimentation de Bernard Forer a été réalisée. Donc Bernard Forer est un psychologue américain qui a réalisé sur 39 étudiants un test de personnalité et a promis de leur donner par la suite un résumé personnalisé
de ce qui découle, de ce qui a été retranscrit de leur test de personnalité qu'ils ont réalisé. Sauf que ce test était complètement bidon. Il a simplement pris des fragments, des petits morceaux d'horoscope qu'il a trouvé, qu'il a assemblés, et il a donné le texte aux 39 participants en leur faisant penser qu'ils avaient chacun un texte différent. Et résultat des courses, il leur a également demandé de noter de 0 à 5 la façon dont ils trouvaient que le texte pouvait se rapporter à eux-mêmes, et les étudiants ont attribué une note d'environ 4,62 pour le test, tout en sachant que c'était complètement du pipeau, par la simple manière qu'ils pensaient que ça leur était destiné. Donc forcément, ils ont tendu à beaucoup plus se reconnaître dans le texte qu'à la normale. Et c'est absolument ce qui arrive dans la plupart des cas lorsqu'on lit un horoscope ou une description. L'effet Barnum a également prouvé qu'il a permis à certaines personnes de se penser HPI, de se retrouver dans des troubles de comportement dont ils ne sont pas victimes. Donc après que les travaux de Kahneman et Tversky ont pu expliquer les anomalies boursières, une personne lambda, Buster Benson, a lu beaucoup de livres sur les biais cognitifs et a décidé de les regrouper ensemble pour trouver 4 utilisations les plus communes, 4 choses, 4 conditions qui font que l'on tend plus à utiliser un biais cognitif. Et ces 4 situations sont lorsqu'il y a un trop nombre d'informations à traiter, on va chercher à faire des raccourcis. Lorsqu'on veut donner du sens à quelque chose qui n'en a pas, donner du sens au monde qui nous entoure. Lorsqu'il est important d'agir vite, donc on va faire des connexions plus rapides, et également lorsqu'il est nécessaire de mémoriser et de garder des informations, donc on va sélectionner celles qu'on garde et celles qu'on ne garde pas. Et maintenant, après la partie histoire, là vous avez pu comprendre un peu ce qu'est un biais cognitif, je vous propose de découvrir quelques biais cognitifs que nous voyons tous les jours dans notre quotidien, que nous expérimentons nous-mêmes tous les jours et que nous ne connaissons pas forcément. J'ai trouvé intéressant, donc il y a une liste énorme de biais cognitifs, juste grâce à Buster Benson qui les a regroupés dans une espèce de diagramme circulaire, ou je sais pas exactement comment vous voulez l'appeler, une espèce de cercle avec chaque catégorie qui vous explique quel biais est utilisé. Mais moi j'ai sélectionné quelques autres biais que j'ai découverts et que je trouvais intéressants parce que je trouve qu'ils s'appliquent beaucoup à ce qu'on a l'habitude de connaître dans la vie de tous les jours. Donc je vous propose de les découvrir. Donc le premier effet que j'ai choisi est l'effet Dunning-Kruger. Donc une personne pense être compétente sur un sujet alors qu'elle n'est pas qualifiée, et au contraire quelqu'un de qualifié se sous-estime. Donc cet effet fait qu'une personne qui a de grandes compétences dans un domaine va se trouver beaucoup plus nulle, beaucoup plus incompétente que quelqu'un qui n'en a pas, et se surestime, se valorise beaucoup trop. Donc ça a été remarqué dans de nombreux domaines et ça s'appelle l'effet Dunning-Kruger. Autre effet que j'ai trouvé intéressant, c'est le principe d'escalade d'engagement, qui dit qu'on est plus enclin à continuer de suivre une personne ou une idée lorsque l'on a déjà fait dans le passé pour rester cohérent. Donc imaginons que vous avez toute votre vie suivi un youtubeur par exemple, qui était votre idole, que vous avez adulé, donc vous n'avez pas cessé de prêcher les bonnes vidéos, vous n'avez pas cessé de parler en bien de lui, et bien même si vous ne l'aimez pas aujourd'hui, vous serez plus enclin à continuer de paraître un fan énorme de ce youtubeur juste pour rester cohérent, parce que vous l'avez déjà fait par le passé. Un autre biais que je trouvais intéressant, c'est l'effet de simple exposition. Il permet ou il augmente des sentiments positifs envers quelqu'un ou quelque chose par la simple exposition répétée. Ce qui veut dire que vous aurez des sentiments, ou plutôt vous apprécierez plus quelque chose parce que vous l'avez vu plus souvent. Je sais pas si ça peut paraître assez cohérent, mais ce que je veux dire par exemple, c'est que imaginons que vous n'aimez pas forcément ou que vous ne connaissez pas une personne. Vous n'allez pas avoir d'a priori positif sur cette personne, même si vous ne la connaissez pas, vous ne lui parlez pas, vous ne savez rien d'elle, mais vous la voyez comme telle qu'elle est. À force d'être exposé à cette personne et d'être de plus en plus à ses côtés, même si vous ne vous parlez pas, vous allez automatiquement avoir des pensées plus positives sur cette personne que vous ne pourriez l'avoir plus tôt. Ou c'est la même chose pour un objet.
Imaginons que toute votre vie vous êtes exposé à des tronçonneuses. Je dis ça complètement au hasard, je sais pas pourquoi vous auriez des tronçonneuses chez vous. Mais à force de voir des tronçonneuses dans votre quotidien, l'image de tronçonneuse ne sera plus aussi repoussante qu'elle pourrait l'être. Vous voyez ce que je veux dire? Une espèce d'attachement un peu à quelque chose ou à quelqu'un parce que vous l'avez vu assez souvent, que vous en devenez proche, mentalement, inconsciemment. Vous voyez, je trouve ça super intéressant. Toujours pour rester dans le domaine des personnes, on va dire l'effet de halo. Donc la première impression que vous avez de quelqu'un, qu'elle soit positive ou négative, va affecter toute la perception que vous aurez d'elle plus tard. En positif ou en négatif également. Donc imaginons que on vous présente quelqu'un en vous disant qu'il est gentil, qu'il est ouvert, qu'il est attentionné et que vous le voyez très bien. Et bien si plus tard il vient à commettre une erreur, à dire une bêtise, à faire quelque chose de mal, vous le verrez toujours plus positivement parce que vous avez eu la première impression positive de cette personne. A contrario, si on vous présente quelqu'un en vous disant qu'il est méchant, que vous le voyez, et bien peu importe ce qu'il va faire de bien, de gentil, de bienveillant, et bien vous aurez toujours en tête qu'il a fait ça par le passé et vous le verrez toujours comme une personne mauvaise. Donc voilà, l'effet de halo. Donc ensuite on a l'effet de rareté que je trouve vraiment intéressant. Donc c'est donner davantage de valeur à un produit rare qu'un produit en abondance. Donc en parfait exemple, je sais pas si vous vous en souvenez, quand il y avait les baskets Lidl qui sont sorties, je sais plus c'était quand, en quel mois, en quelle année, mais lorsqu'elles sont sorties, il y a tout le monde, il a commencé à avoir une énorme hype autour des baskets Lidl. Elles étaient pas chères, elles avaient rien de spécial, mais elles étaient en édition limitée. Ce qui fait que toute la France, toute la Belgique s'est ramenée pour aller acheter les baskets Lidl alors que c'était baskets Lidl. Et on a eu tendance à donner davantage de valeur aux baskets Lidl par la simple raison qu'elles sont rares. Alors que c'est des baskets Lidl quoi, c'est pas the marque de chaussures, mais parce qu'elles sont rares, elles sont devenues chères et elles ont eu plus de valeur. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il y a l'effet de rareté. Boum! Image. Regardez attentivement. Je retire. Quelle est la personne que vous avez regardée en premier parmi les trois? Je parie que c'est celle du milieu. Et d'ailleurs, c'est le nom d'un effet, l'effet de position du milieu. Face à une série d'objets ou de personnes, nous avons tendance à apporter plus d'attention et à préférer celui du milieu. Peut-être que votre attention s'est portée directement sur la personne au milieu et que vous l'avez ensuite déviée sur les autres personnages. Ou alors, vous avez d'abord regardé les autres personnages et la personne du milieu, vous l'avez regardée plus longtemps parce qu'elle était au milieu. Nous avons ensuite un autre effet que je trouve super intéressant et c'est l'effet de l'influence sociale. Donc lorsqu'elle n'est pas certaine de la façon dont elle doit agir, une personne va se fier aux autres pour déterminer le bon comportement à adopter. Donc là, j'ai plusieurs exemples à vous proposer. Imaginons un non-fumeur et son ami. Il voit son ami fumeur fumer, alors il va être plus enclin, ne sachant pas quoi faire, à suivre son ami et à fumer avec lui, alors que de base, ça va à l'encontre de ses principes et ce n'est pas ce qui l'attire, c'est pas quelque chose qui lui plaît. Ça, c'est de l'influence sociale. J'ai aussi vu, alors je vais vous montrer cette vidéo. Sur le parvis de la Défense, des centaines de personnes se précipitent vers la sortie. Scène de panique à l'extérieur comme à l'intérieur du centre commercial. Hier, aux alentours de 17h, un individu a chuté de plusieurs étages, provoquant un bruit sourd perçu comme une détonation par certains passants à l'intérieur du complexe, bondé en plein samedi après-midi. Très vite, le quartier est bouclé. Donc dans la vidéo, vous avez un mouvement de foule. Donc il y a un premier protagoniste qui court, plusieurs premiers protagonistes qui courent, et les autres personnes ne savent pas ce qu'il y a comme danger, ne savent pas quoi faire, alors elles courent aussi. Alors qu'il n'y a pas de danger, qu'il n'y a pas de problème, mais ne sachant pas quoi faire, elles suivent les gens, elles adoptent les mêmes comportements par peur, parce qu'il faut agir vite et qu'on ne sait pas quoi faire. Voilà. Et enfin, le dernier effet dont je voulais vous parler, c'est l'effet Zeigarnik, j'ai du mal à prononcer le nom, désolée. Donc c'est le fait de se souvenir plus fréquemment des tâches non accomplies que celles qui le sont. Donc
par exemple. Ça fait 2 jours que je travaille sur l'écriture de la vidéo et ça fait 2 jours que je n'arrive pas à dormir, je n'arrive pas à faire autre chose parce que dans ma tête j'avais le truc qui me disait finis l'écriture de la vidéo, finis les recherches pour la vidéo, finis-les. Donc ça n'arrivait pas à sortir de ma tête parce que je ne l'ai pas fini. Mais à contrario, toutes les tâches que j'ai déjà faites, par exemple que j'ai déjà fini de ranger ma chambre, j'ai déjà fini de faire plein de trucs, j'ai déjà fini de réviser mes devoirs, et bien ça part de ma tête, ça ne reste pas. C'est pour la même raison que quand vous savez que vous avez une évaluation dans une semaine, par exemple, le cours, vous allez le garder dans votre tête, et dès que l'évaluation est finie, pouf, ça sort, il n'y a plus rien. Pourquoi ? Parce que vous n'en aurez pas besoin, c'est une tâche qui est accomplie, vous avez fini, l'évaluation elle est finie, donc ça part, ça ne reste pas, et ça ne sert à rien finalement. Donc voilà, c'était tout pour ma vidéo sur les biais cognitifs, j'espère que vous avez aimé. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà été victime de biais cognitifs sans vous en rendre compte, si vous êtes reconnu dans certains des biais que j'ai pu citer. Et si la vidéo vous a plu, voilà, n'hésitez pas à l'aimer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne aussi parce que je sais que je poste pas énormément de vidéos en ce moment. Donc les vidéos vont revenir, ne vous inquiétez pas, j'attends juste d'avoir des sujets qui me plaisent, des sujets intéressants. Et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bisous. Oula. La tarification... Je parle trop, j'ai mal à la gorge. Ah. Combien d'animaux Moïse a-t-il tracé... L'autre qui succède la précédente. Et l'autre, dans l'autre...